pas incompatible, ces deux termes, de nous donner son point de vue sur les atouts du vieux continent dans les relations internationales. Merci Jean-Dominique. Je suis effectivement diplomate et directeur adjoint de la prospective au ministère des Affaires étrangères. Donc, comme le point de la prospective, la définition de la prospective a été traitée par Madame Darguier-Perrault, je ne vais pas rentrer dans la définition, mais j'ai noté avec intérêt ces remarques. Alors, moi je vais être assez bref, je vais rejoindre pas mal des remarques qui ont déjà été faites par Michel Fouché sur l'Europe comme acteur global. D'abord, peut-être en faisant 4 remarques. Première remarque, les valeurs sont consubstantielles à je sais pas plus près, oui. Les valeurs sont consubstantielles à la construction européenne, même si au départ, l'Europe s'est faite finalement par l'économie, par le commerce, par l'échange, par ce que Robert Schuman appelait les solidarités de fait. Et le champ de l'Europe politique, finalement, avait été laissé de côté au Conseil de l'Europe, justement. C'est le Conseil de l'Europe qui est venu le creuset de cette Europe des droits de l'homme, de la démocratie. Mais progressivement, l'Europe communautaire a convergé vers ce modèle-là, vers ces normes, vers ces valeurs, d'abord de façon jurisprudentielle, puisque la Cour de justice a reconnu progressivement dans les années 70 les droits fondamentaux, etc. Et puis tout cela a été ancré dans le traité de Maastricht, et ce qui est devenu le fondement interne de la construction européenne, y compris dans sa dimension politique, est devenu aussi en même temps le fondement de sa vocation externe, c'est-à-dire sa politique étrangère et de sécurité commune, définie dans le traité de Maastricht et qui, parmi ses différents objectifs, fixe ses objectifs de démocratie, droits de l'homme, liberté, etc. Alors ces valeurs, moi je suis tout à fait d'accord avec Michel Fouché, ces valeurs ne forment pas une identité. On a une communauté de valeurs. Cette communauté, elle est occidentale et elle va même probablement au-delà de l'Occident. On le voit bien aujourd'hui dans le rapport avec les émergents, par exemple. Il y a des puissances émergentes avec lesquelles on a de vraies difficultés en termes de valeurs. La Russie, la Chine. La Russie étant plutôt une puissance réémergente qu'une puissance émergente. Mais il y en a d'autres, Brésil, Inde, Afrique du Sud, avec lesquelles on a des valeurs communes, donc avec lesquelles on peut discuter. Donc ça ne se résume même pas seulement à l'Occident, ça ne suffit pas à faire une identité, et puis de toute façon, le problème de la promotion des valeurs, c'est que tout est dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut répandre la démocratie par la force, on peut au contraire favoriser des processus transformationnels, et puis toujours il faut balancer ça par rapport à la question des intérêts. Donc voilà pour les valeurs. Deuxième remarque, quelle est la plus-value de l'Union européenne dans son action extérieure par rapport au reste du monde, par rapport à sa façon de penser le monde et d'assurer sa sécurité? Là, il y a quelque chose de très intéressant qui a été fait, un exercice très intéressant qui a été fait en 2003, qui est la stratégie européenne de sécurité, qui est le premier document un peu doctrinal sur la manière dont l'Europe pense le monde, sa sécurité, d'une façon un peu stratégique, c'est-à-dire aussi en réfléchissant entre les objectifs et les ressources, les moyens. Et en gros, l'Europe a 3 plus-values, notamment par rapport aux États-Unis, qui à l'époque venaient de montrer leur supériorité militaire dans la guerre contre l'Irak. Ce que les Européens ont comme plus-value par rapport à l'hyperpuissance, on disait l'hyperpuissance à l'époque, peut-être que le terme est moins vrai aujourd'hui, les 3 plus-values, c'est d'abord la combinaison des moyens civils et militaires, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ait inventé aux États-Unis le terme de smart power, eh bien, l'Union européenne avait déjà pensé et réfléchi à ce terme de smart power sans l'utiliser. Elle le faisait sans le dire, comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Et donc, l'utilisation à la fois d'outils militaires à travers la PESD, la politique européenne de sécurité et de défense, mais aussi toute la palette des moyens civils, l'aide au développement, l'utilisation du droit, la négociation, etc., la diplomatie, bien sûr, puisque l'Europe est aussi présente dans sa diplomatie depuis la
la nomination d'un monsieur Pesque dans les années 90, Solana et aujourd'hui Madame Ashton, eh bien cette capacité à jouer de toute cette palette, le civil et au militaire, ce qu'on appelle parfois aussi l'approche globale, tous ces concepts qui ont été remis au bout du jour par l'administration Obama, en réalité font un peu l'essence de la stratégie européenne. La deuxième plus-value, c'est la plus-value du voisinage. L'Europe a des intérêts immédiats dans son voisinage. C'est une logique géographique, même géopolitique, Michel ne me démentira pas, j'espère, qui fait que l'Europe est présente effectivement à l'Est, au Sud en priorité. Donc 6 pays font partie de la politique de voisinage à l'Est, y compris les 3 du Caucase, et 10 au Sud de la Méditerranée. Alors, on verra qu'on peut définir aussi, pour savoir s'il ne faut pas avoir une approche un peu plus large tout cela, mais c'est vrai que c'est une vraie vision géopolitique que peut avoir l'Europe de vouloir stabiliser son environnement proche. Et je le vois bien actuellement, on est dans les discussions du livre blanc sur la sécurité et la défense en France, et on voit bien qu'il y a quand même cette logique d'assurer la sécurité dans son environnement proche. On n'est pas une puissance globale au sens où on est l'arbitre de la guerre et de la paix en Asie, comme le sont les États-Unis. Troisième plus-value, c'est la priorité donnée au multilatéralisme. Alors c'est un peu consubstantiel à la construction européenne, qui est un projet multilatéral, qui est un projet juridique. Ça rejoint un peu la question des valeurs, parce que le droit, on n'est pas obligé d'opposer le droit à la guerre. Dans l'histoire, le droit et la guerre ont souvent fait bon ménage, mais c'est vrai qu'il y a une idéologie consistant à dire que le droit a vocation à empêcher la guerre, et ça rejoint les valeurs de la sécurité collective. On peut critiquer cela en disant que c'est l'arme du faible. C'est vrai que les Européens sont faibles, plus faibles que les États-Unis. C'est ce que critiquait Robert Kagan, le néoconservateur. Mais en même temps, c'est dans la logique de l'Union européenne d'agir sur ce terrain-là. Troisième remarque, sur la question des intérêts européens. Alors je rejoins aussi tout à fait ce que disait Michel, il faut essayer de définir les intérêts européens. Le problème, c'est que comment créer des intérêts européens complètement fusionnés. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que les nations ont quand même des intérêts et des orientations très différentes, des réflexes très différents. Et donc, surtout en matière de diplomatie et de politique étrangère, où là, on n'est pas complètement intégré juridiquement, on continue à décider à l'unanimité. Eh bien, il faut prendre en compte cette diversité de pays, de puissances, de traditions, d'orientations, de réflexes, d'intérêts, etc. Et à mon avis, on va devoir continuer pendant longtemps à vivre avec ce décalage. Je vous disais tout à l'heure que l'Europe a comme une plus-value d'agir dans son voisinage. La France, par exemple, dans sa propre politique de puissance, parce qu'elle a quand même des moyens de puissance, eh bien, ne voit pas tout à fait les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'elle regarde un peu moins vers l'Est, par exemple, et elle regarde beaucoup plus au Sud, au-delà des pays du Sud méditerranéen. La crise de Mali, dont parlait Michel Fouché, est tout à fait révélatrice. C'est une crise qui, évidemment, nous concerne très directement, nous, Français, mais pour lesquelles on a un peu plus de mal à intéresser nos partenaires européens. Alors, les choses sont en train de bouger, mais c'est vrai que l'Afrique, en général, c'est évidemment un champ de l'orientation géopolitique française, géopolitique, géoéconomique, géoculturelle, de même que l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, etc., sont des priorités pour un pays, pour l'Allemagne, comme l'Allemagne. Voilà. Dernier élément, je pense que pour affirmer l'Europe comme acteur global, ça rejoint aussi un peu ce que disait Michel, mais je l'affirmerai de façon peut-être plus forte, je crois qu'il faut continuer à penser la puissance et qu'on ne peut pas se contenter de se dire qu'on va assurer nos responsabilités et notre sécurité uniquement en construisant une Europe multilatérale, juridiquement intégrée. Je pense qu'il y a un besoin aussi d'avoir de la volonté, d'avoir de la réflexion et de la pensée stratégique, de penser aussi parfois en termes de puissance. Michel citait tout
tout à l'heure quelques éléments. Ça veut dire nous donner aussi les moyens d'agir, par exemple militairement, en termes de politique de défense. Ça a augmenté. Enfin, par rapport aux missions qui avaient été fixées il y a 20 ans à l'UO, les missions de Petersberg, le haut des missions de Petersberg, c'était des missions de force de combat pour la gestion des crises. Et bien 20 ans après, même en ayant lancé la politique européenne de défense commune, nous n'avons jamais fait dans l'Union européenne des missions de force de combat pour la gestion des crises. On s'en approche un tout petit peu, mais à mon avis, c'est plus une force de police en Somalie. On voit la force, mais enfin, contre les pirates, c'est pas la même chose qu'une vraie opération de gestion de crise. Donc il faut une remobilisation stratégique des Européens, et je crois que ça passe par les grands pays, par la collaboration des grands pays entre eux, les Français, les Allemands, les Anglais, probablement aussi quelques autres, pour pouvoir justement porter cette ambition. Merci beaucoup, cher Maxime. Depuis le début de la semaine, on parle beaucoup dans cette enceinte des droits de l'homme, et pour cause, puisque le Conseil de l'Europe, comme tu le rappelais à l'instant, c'est aussi l'Europe du droit, l'Europe de la Convention de protection des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme, et que Strasbourg est aussi, en quelque sorte, une capitale juridique européenne. C'est la raison pour laquelle je suis ravi que nous ayons parmi nous Kinga Brudzinska,